From your point of view, from the Haitian point of view, of course, there were a number of changes also on the political side. You had elections, and your president was actually invited to come here and speak about the challenges of democracy in a poor country, in a very poor country, in a country struck by disaster. And we're very, very happy that you have come in his stead, a development practitioner yourself. You've been working for UNFPA, you've been working for UNDP. Mr. Corneille, we're very, very happy that you've made the long way over here. And I'm very sure that you can, and in fact, you've been just recently working in Niger, so the two of you are probably have been sharing some thoughts. But we would love to hear your thoughts. We would love to hear the thoughts of your president about the next years in Haiti, and maybe not just the road to recovery, but maybe the road to improvement. Mr. Corneille. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers invités, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements les plus chaleureux à la présidence de la Commission européenne et à la présidence polonaise de l'Union européenne pour l'invitation de participer à ces journées européennes de développement. Le simple fait de maintenir ces journées dans un contexte européen de crise des dettes souveraines est un choix que nous ne pouvons qu'apprécier à sa juste valeur. Ce choix redit et résume de manière concrète la qualité et la constance de l'engagement de l'Europe à nos côtés. Je veux dire aux côtés de sociétés comme la mienne, qui n'arrivent pas encore à tirer profit pleinement de l'extraordinaire expansion depuis moins d'un siècle des échanges entre les sociétés et entre les peuples du monde. Je voudrais rappeler ici que cette mondialisation que nous vivons aujourd'hui n'est historiquement que la seconde, et je suis sûr que le président Issoufou, qui est un grand connaisseur de l'histoire mondiale, appréciera ce rapprochement. La découverte du continent américain en 1492 a été à la base de la première. L'un des résultats méconnus de cette rencontre violente entre les peuples européens, les peuples d'Amérique et ceux venus d'Afrique, a été la mise en relation du peuple polonais et du peuple haïtien pendant la période de la Révolution haïtienne, c'est-à-dire entre 1791 et 1804. Comme toujours, il s'agit d'une histoire simple et compliquée. Celle d'un régiment de fermiers polonais enrôlés dans le corps expéditionnaire mis sur pied par Napoléon Bonaparte pour mater l'insurrection des esclaves noirs de la colonie française de Saint-Domingue. Et il arriva au milieu des combats d'une extrême violence cette chose extraordinaire. Une partie des régiments de soldats polonais refusèrent de faire feu sur les troupes de l'armée des indigènes noirs et se solidarisèrent ainsi avec cette révolution nègre du Nouveau Monde. Après la bataille de l'armée de Bonaparte et la proclamation le 1er janvier 1804 de la nouvelle République d'Haïti, les soldats polonais furent déclarés haïtiens par les nouveaux dirigeants et reçurent, comme les autres soldats, des concessions de terre. Il reste encore aujourd'hui dans quelques régions de mon pays des poches de descendants des Polonais de la première mondialisation. Nous avons gardé et nous garderons la mémoire de cette extraordinaire rencontre de solidarité. Je souhaite garder en arrière-plan ce fait historique pour mieux vous entretenir aujourd'hui de notre expérience de la relation entre démocratie et développement et ce que nous pouvons en tirer de leçons pour nous et peut-être pour vous aussi. Haïti fait partie de ce large ensemble de pays qui, à partir de la décennie 70-80, ont entamé ce que les politologues appellent la troisième vague de démocratisation. Il s'agit principalement des pays de l'Europe du Sud, de la plupart des pays d'Amérique latine et un peu plus tardivement des pays de l'Europe de l'Est. La transition démocratique, autrement dit le passage d'un régime autoritaire ou totalitaire à un régime démocratique, a pu se faire sans grand heurt dans un certain nombre de cas. Nous connaissons tous ces success stories en Europe ou en Amérique latine. La transition post-dictatoriale haïtienne date de 1986 et à l'évidence, la consolidation des acquis, tant au niveau politique qu'au niveau du développement économique, reste encore un grand défi. Tous les indicateurs courants sont au rouge depuis au moins 2 décennies. À la faiblesse persistante des institutions étatiques, s'est ajoutée une instabilité chronique
créant un cercle vicieux compliqué par des catastrophes naturelles qui se sont multipliées au cours des 10 dernières années. Je voudrais aujourd'hui vous proposer une relecture de ce cercle vicieux pour en tirer des implications opérationnelles à la fois pour les partenaires au développement que pour les pays qui bénéficient de leur appui. La transition démocratique haïtienne s'est retrouvée à la conjoncture de 3 phénomènes politiques et économiques mondiaux. D'abord, l'implosion de l'idéologie et du système communiste en Europe. Ensuite, la mise au point et la mise en œuvre du consensus de Washington. Enfin, la réémergence des droits individuels de l'homme et du citoyen comme fondement à la fois de la démocratie et du développement. Je m'attarderai sur ces 2 derniers. Les principales mesures constitutives du consensus de Washington ont été mises en application par l'État haïtien peu de temps après le début de la période post-dictatoriale. On sait aujourd'hui que privatiser, déréglementer, cesser les monopoles nés et être entretenus par des régimes dictatoriaux constituent des mesures essentielles mais non suffisantes vers le développement inclusif et la relance de l'économie. Ces mesures, pour être efficaces, doivent être soutenues par des institutions étatiques de planification, de régulation et de contrôle suffisamment fortes pour définir et faire respecter les nouvelles règles du jeu. Le marché libre, efficace et efficient ne peut naître du seul jeu des acteurs dans un pays où les institutions sont faibles et parfois même inexistantes. Dans le cas spécifique d'Haïti, au lieu de renforcer l'État sur de nouvelles bases, les efforts post-dictature ont souvent contribué à délégitimer le peu d'institutions étatiques fonctionnelles existantes. Autrement dit, on a jeté le bébé avec l'eau de bain. Il s'en est suivi des dizaines d'années pendant lesquelles tant l'élaboration de la mise en œuvre d'une simple politique sectorielle que la réponse organisée aux urgences nationales se trouvaient hors de portée des institutions de l'État. Aujourd'hui, cette transition est bien terminée. Il existe un fort consensus sur 2 points essentiels. L'État refondé et les droits de l'homme sont aussi importants pour la libéralisation. L'État refondé est défini comme stratège et décentralisé, capable de penser et mettre en œuvre des politiques publiques qui doivent accompagner la libéralisation à partir du moment où l'accord est fait sur les fondements éthiques, politiques et économiques. Ce que nous attendons de nos partenaires, et spécialement de l'Europe, est qu'elle se montre à la hauteur des défis de cette refondation. Il faut sans cesse le rappeler. Les constructions sociétales demeurent avant tout des constructions humaines et non des montages mécaniques. L'expérience de l'Europe dans son passage de la communauté du charbon et de l'acier en 1950 à l'Union européenne d'aujourd'hui le démontre clairement. Quant au socle du respect des droits de l'homme, il est maintenant solidement enraciné dans notre société et il constitue un des acquis de cette transition qui menaçait de devenir interminable. 2 grandes leçons se dégagent dans notre transition démocratique. La première est que les institutions ne sont pas en soi démocratiques ou dictatoriales. Le plus important est de cerner leurs facteurs d'efficacité et les règles qui les gouvernent. La transparence, la participation, l'obligation de rendre des comptes sont primordiales pour le développement démocratique. La deuxième est que la construction systématique d'institutions efficaces demande un engagement de long terme et doit faire partie intégrante de tout effort de développement durable. Dans le contexte d'Haïti, et compte tenu de l'ampleur des besoins en reconstruction après le séisme du 12 janvier 2010, la tentation de contourner les structures étatiques est grande. Cependant, même dans un contexte d'État fragile, la refondation de l'État en vue, entre autres, d'optimiser l'utilisation des ressources extérieures est essentielle pour atteindre les objectifs nationaux. C'est avec ce souci d'une plus grande efficacité que le gouvernement d'Haïti a signé la déclaration de Paris de 2005 et a participé en 2011 à l'enquête sur l'engagement international dans les États fragiles. Cette enquête a noté que le tremblement de terre a eu comme effet secondaire une mise entre parenthèses des initiatives prises entre 2004 et 2009 et dont certaines commençaient à prendre racine et qu'il y a eu peu de progrès, sinon parfois un recul, entre l'enquête de 2009 et celle de 2011. Il nous apparaît non seulement opportun mais crucial
pour conserver le momentum des changements entrepris vers une réelle refondation du pays, de proposer une réorientation qualitative de la façon dont l'aide extérieure est fournie. Bien entendu, cette autorité réaffirmée ne peut se contenter de déclarations d'intention sans moyens et de la répétition de concepts abstraits. Elle doit se traduire par des actions concrètes et suivies et être accompagnée de compétences appropriées pour s'ériger en véritable leadership. Afin qu'un véritable partenariat entre le gouvernement et les bailleurs puisse s'instaurer, il est souhaitable que les bailleurs ne ménagent pas leurs efforts pour transférer leurs responsabilités de gestion de l'aide aux autorités, en particulier aux institutions du secteur public, et que des indicateurs spécifiques du succès de ces transferts soient développés à cet effet. L'aide à Haïti a triplé entre 2009 et 2010. L'aide des bailleurs bilatéraux et multilatéraux demeure une source beaucoup plus importante que les recettes internes du gouvernement haïtien. Approximativement 130% des recettes internes du gouvernement en 2009, et à cause du tremblement de terre, ce pourcentage est estimé à environ 400% après 2010. Environ 99% de l'aide d'urgence post-séisme a été décaissée vers des agences humanitaires non étatiques, y compris des ONG et des contractants privés. Environ 57% de l'aide à la reconstruction a été acheminée directement vers des acteurs non étatiques, alors que seulement 12% ont été canalisés directement au gouvernement en utilisant des systèmes nationaux. À la lumière des chiffres et des résultats constatés, la nécessité s'impose de changer de paradigme et d'aborder la question du partenariat par une mutation de l'assistance à l'accompagnement. Ceci impliquerait d'abord des actions concrètes pour réaliser l'objectif cible 4 de la Déclaration de Paris, à savoir que 50% de la coopération technique des flux soit mise en œuvre par le biais de programmes coordonnés conformes aux stratégies nationales de développement. Ceci implique aussi la réalisation de l'objectif cible 6 qui vise à réduire des 2/3 le nombre d'entités parallèles de mise en œuvre des projets dans les États fragiles. Ceci implique enfin de nouvelles façons de travailler ensemble entre donneurs et autorités budgétaires dans un vrai New Deal. Dans ce New Deal, donneurs et bénéficiaires définiraient de manière conjointe des mesures de contrôle et de reddition des comptes nécessaires pour renforcer la confiance accordée aux dispositifs nationaux et permettre une utilisation croissante et un renforcement de ces dispositifs. Les gouvernements bénéficiaires, soutenus par des partenaires internationaux, prendraient toutes les mesures raisonnables pour renforcer leur système de gestion des finances publiques de haut en bas et de faire preuve de transparence au cours de ce processus. Cela conduirait au renforcement, entre autres, des capacités programmatiques, fiduciaires et administratives des institutions du pays, au niveau national et local, permettant à ces derniers d'augmenter la proportion des dépenses publiques financées par les revenus nationaux. Les modalités d'assistance sont des instruments qui déterminent comment transférer argent, marchandises et connaissances entre bailleurs et bénéficiaires. Elles affectent donc la nature de la coopération et l'efficacité avec laquelle les problèmes de développement sont abordés. Par ailleurs, dans un pays comme Haïti, les négociations entre bailleurs et récipiendaires pour minimiser le volume des transactions, accroître la cohérence des politiques et renforcer l'appropriation sont rendues plus impératives à cause des enjeux et des consensus à obtenir. Pour ce faire, les partenaires au développement doivent s'engager plus formellement sur les 4 axes thématiques suivants. D'abord, l'appropriation et le respect du contexte national. Ensuite et surtout, la réforme et le développement des capacités nationales. Ensuite, une efficience des interventions des partenaires au développement. Et enfin, une responsabilité mutuelle. Je vous remercie de votre attention. Thank you so much, Dr. Cornel. And again, we wish you also a lot of energy for the next years to come and a lot of progress for your countrymen.